Comme on vient de le dire, je suis l'un des membres fondateurs des éditions de la Tournure Coop de Solidarité, et cette communication vise à vous transmettre un récit, le récit d'une aventure qui me prend temps, sueur et argent depuis maintenant 5 ans. Dans cette tournure, je suis ce que l'on peut appeler un fonctionnaire de la poésie, donc je ne suis pas un littéraire. Je suis à l'ombre des tableaux Excel, de la gestion des stocks, de la comptabilité, un créateur de moyens de production pour que la création poétique soit plus aisée, libre et belle. J'ai voulu faire un retour sur la courte histoire de la tournure dans le cadre de ce colloque, afin de repenser les tactiques que nous avons utilisées afin de nous déprendre des pièges qui sont sur le chemin de toute action culturelle et sociale. C'est en ce sens qu'il m'est venu l'idée de réfléchir sur mon histoire et celle de la tournure à l'orée des idées foisonnantes de Michel de Certeau, qui, dans son recueil d'articles « La culture au pluriel », donne à penser sur les initiatives sociales et culturelles qui tentent d'émerger et surtout de survivre. Dans cette communication, nous aventurerons premièrement dans l'histoire de la tournure, qu'on a déjà vu un peu, puis nous dériverons parallèlement vers les considérations de M. de Certeau. Donc, la tournure est née à plusieurs reprises. Sa première naissance est celle qui m'a mené à avoir l'idée de faire une maison d'édition. Je venais d'avoir un petit prêt de 3 000 $ pour faire un projet, moi qui sortais d'une longue grève, où les désillusions et les ratés furent nombreuses, et le mot « projet » n'était qu'un concept abstrait plutôt, issu d'un cours suivi sur Heidegger. Il me vint l'idée de faire une maison d'édition. Je n'étais pas du milieu littéraire, je sortais tout juste d'un baccalauréat en philosophie, comme Roxane l'a dit, et mes connaissances sur le milieu de la poésie contemporaine étaient bien limitées. J'appelais donc mon ami poète, littéraire. Nous qui avions comme projet à cette époque-là d'ouvrir un bar, nous avions maintenant un nouvel objectif, plus modeste, mais plus stimulant. Cela nous amena à construire ce qui n'avait pas encore de nom. Munis d'un plan d'affaires, nous sommes allés à la rencontre des gens du milieu pour tester la faisabilité de la chose. Est-ce qu'il y a de la place pour une nouvelle maison d'édition? Une maison d'édition peut-elle être viable à long terme? Quelles ont été les expériences de groupe en édition? C'étaient les questions qui commencèrent l'aventure de la tournure. Nous avions décidé d'emblée que cette maison d'édition ne serait pas notre maison d'édition, mais celle d'une multitude, et la forme coopérative nous paraissait la plus appropriée. C'est ainsi que nous avons ensuite recruté 5 autres personnes que nous connaissions de près et de loin, et de qui nous étions rapprochés lors de la grève de 2012. Une deuxième naissance eut lieu le 20 décembre 2012. C'est la création de la coopérative, c'est une naissance administrative. Nous étions 7 jeunes de différents horizons, je vais les répéter, étudiants en philosophie, en histoire de l'art, en relations internationales, en cinéma, en littérature et même en animation et recherche culturelle. Donc même l'arc peut mener quelque part. Chacun et chacune avec leurs talents respectifs, leurs intérêts et leurs passions. Ce qui nous réunissait autour d'une table et d'un tas de paperasse, ce fut l'étreinte. L'étreinte achevait ce que, pour plusieurs d'entre nous, la grève n'avait pas réussi à clore. S'établissant en coopérative sans but lucratif, la tournure serait une communauté gravitant autour des livres. Des membres travailleurs et travailleuses qui seraient les éditeurs et les éditrices, des membres utilisateurs et utilisatrices qui seraient nos auteurs, et des membres de soutien qui, par leur part sociale, nous aideraient à poursuivre nos activités et auraient aussi le droit de vote lors de nos assemblées générales. Nous avions établi certains principes conducteurs. Les auteurs auraient 21% en droit d'auteur, comparativement à 10% dans certaines maisons d'édition, plus traditionnelles, ce que nous pouvions faire en s'auto-distribuant. La direction littéraire serait remplacée par de l'accompagnement littéraire, un travail du texte plus lent, sans aucune échéance de production, arrimé à des comités de lecture comprenant des personnes de l'extérieur de la maison d'édition. L'auteur participerait aussi à la création de l'objet livre, de l'objet art, on ne sait plus, par son implication dans les étapes du graphisme, et il ou elle aurait un lancement personnalisé qui sortirait du schème des lancements traditionnels. De plus, la tournure aura un volet communautaire dans lequel nous tenterions de poétiser des espaces par des ateliers littéraires et des interventions urbaines afin de créer des lecteurs et des lectrices de poésie. De plus, le travail des membres fondateurs et fondatrices serait bénévole, sachant très bien que la rentabilité d'une maison d'édition n'est pas très courante au Québec. Par ce travail bénévole, nous permettions d'afficher une posture qui refuserait les subventions à la production, qui nous semblait être contraignante, et nous ne voulions pas être obligés de produire des livres que nous n'aimerions pas. Les membres de soutien profiteraient ainsi d'un rabais sur les livres, et finalement, nous conservions toujours une parité homme-femme afin de défaire le boys club qui règne souvent en poésie. Le mot est peut-être galvaudé, mais nous nous présentions, et nous nous présentons encore comme cela, c'est-à-dire alternatif. Oui. Je suis encore là.
Le boys club est encore là. Et il y a eu la troisième naissance, qui, elle, fut poétique. Le 22 février, nous lancions devant le public notre maison d'édition, où nous avions écrit un anti-manifeste qui s'appelait l'Épitaphe, qui fut mise en scène lors de cette soirée mémorable. Nous écrivions une épitaphe pour nous faire mourir d'avance. Les institutions et le capitalisme se croyant éternels et visant toujours la croissance infinie, nous avions décidé de nous tuer d'emblée, affirmant comme des lucioles que la lumière pourrait bien s'éteindre, et nous aussi. Cette naissance poétique est sans doute la plus importante, car elle mettait en scène l'énergie et la créativité que nous voulions mettre dans chaque livre et dans chaque événement littéraire. Ces trois naissances marquent le point de départ de ce projet, qui avant tout est un projet d'amitié, d'amour, de rencontre et, je le répète encore, d'étreinte. Pour éclairer cela, Michel de Certeau nous dit ceci, je le cite. « Il y a dans une fête, comme dans une création artistique, quelque chose qui n'est pas un moyen, mais se suffit à soi-même. La découverte de possibilités, l'invention de rencontres, l'expérience de ses départs ailleurs, faute desquelles l'air n'est pas respirable et le sérieux n'est qu'ennui dans une société. » La tournure deviendrait donc comme une fête, un lieu d'expérimentation, parce qu'il est rare en poésie, à contrario des bands de musique ou des troupes de théâtre, qui aient vraiment des initiatives de gros groupes. Mais nous n'étions pas les seuls, car dès notre création, nous avons utilisé plusieurs tactiques ou ruses plutôt, afin d'échapper à une institutionnalisation complète ou à une marginalisation. Ce qui me mène au concept de mosaïque de Michel de Certeau. L'institutionnalisation de notre maison d'édition ou la marginalisation de celle-ci pose deux problèmes d'action. La première option tiendrait notre discours loin de notre but initial, car la poésie institutionnalisée ne peut être complètement subversive, et que d'une certaine façon, notre langage nouveau s'en trouverait amoindri, car elle serait parlée par la langue des institutions, qui, elles, ont un pouvoir stratégique d'uniformisation, et dans une visite tentaculaire, elles ont des stratégies pour tout ramener à elles. Donc, toute initiative sortant un peu de leur cadre disparaît. Ainsi, l'autre parlerait pour nous. D'un autre côté, la marginalisation complète de notre champ d'action, loin des institutions, ne porterait pas notre langage assez loin, et notre action en serait moins efficace et moins porteuse. L'entre-deux est une option un peu trop facile, et la tergiversation ne ferait aussi que causer des dissensions au sein de notre organisation. En cela, il y a une petite anecdote que je voudrais conter. En 2015, un de nos membres actifs s'est institutionnalisé justement en travaillant à la Maison de la Poésie de Montréal. Il nous propose donc à ce moment-là de participer, je pense qu'on avait peut-être 3 livres de publier, de participer au marché de la poésie de Montréal. Et ce fut un débat qui dura quelques heures, une journée complète dans un bar, où est-ce qu'on s'engueulait justement à savoir si aller au Festival de la Poésie de Montréal, au marché, on s'inscrivait dans l'institution, mais ne pas y aller, ça nous empêchait finalement de faire connaître nos auteurs et notre langue et notre maison d'édition, finalement. Mais finalement, on est allé. Donc, on a choisi d'y aller. Parce que, finalement, comme je le dis, ne pas y aller serait une perte de diffusion et ainsi, on aurait nu un peu à notre rayonnement. Michel de Certeau, pour revenir à lui, amène la notion de mosaïque ou de juxtaposition, qui décrit la façon dont les multiples actions culturelles non centralisées et non concertées peuvent se solidariser. Ça revient un peu au nous de l'avant-midi et un peu à la communauté qu'on parlait un peu tantôt. La diffusion de la poésie, de façon à rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, ne passe pas donc par les écoles, lieu de la reproduction des conceptions élite-masse, mais il faudrait plutôt investir des lieux d'action qui pourraient s'apparenter aux nôtres, ce que nous dit Michel de Certeau. C'est dans la collaboration entre différents regroupements qui se ressemblent, mais qui ne sont pas fédérés, donc des maisons d'édition alternatives, des festivals de poésie non subventionnés, des imprimeurs artisanaux, des coopératives d'ateliers d'art, des investissements d'espaces urbains éphémères, etc., qui permettrait d'opérer des actions à large public, mais où notre langage ne serait pas perverti dans une homogénéisation ou une répression centralisatrice. C'est ainsi que j'ai pu voir dans la courte histoire de la tournure des initiatives naître par dizaines, et nous avons collaboré, coopéré, et nous nous sommes juxtaposés à plusieurs entités qui, comme nous, revendiquaient de nouvelles pratiques, de nouveaux lieux, de nouvelles langues. Nous nous sommes ainsi accoquinés avec la coopérative La Jachère, le Cosmographe, la librairie Atelier La Flèche Rouge, le distributeur-diffuseur Dynamo Machine, ainsi que le site Le Pressier, le Festival Dans ta tête, La Passe et la médiathèque de Gaëtan Dostie, Possible Édition, Ex Aequo et maintenant la toute nouvelle librairie féministe Le Guélion.
Toutes ces amitiés, ces relations temporaires, sporadiques, toujours en gardant nos identités propres, nous permettaient à toutes et à tous de garder notre lieu d'où l'on parlait et d'où l'on part encore. Créant une mosaïque où chaque petite parcelle d'un milieu alternatif de la poésie contemporaine québécoise peut affirmer son individualité et sa pertinence, tout en se solidarisant sporadiquement. Que ce soit les micros ouverts, les collectifs tels Fémicile ou les Panthères Rouges, des lieux de production comme Possible Édition, des projets fédérateurs comme Poésie Partout, de la présence sur le web comme Feu Poème Salle, toutes ces pratiques témoignent, comme dit Michel Descerteau, d'un écart par rapport aux pratiques précédentes. De plus encore, chez Certeau, on peut affirmer que le contemporain dans la poésie, ou la poésie contemporaine, est prise dans l'éphémère alliage collectif dont elle cristallise un moment la possibilité, vouée à disparaître avec lui, l'expression culturelle relève à la fois de l'instant qu'elle marque et de la mort où elle retourne. L'épitaphe de la tournure, mais aussi l'attitude ambiante des organisations où le travail bénévole est préféré à la professionnalisation, où le zine est préféré à la publication traditionnelle, et le travail en équipe est encouragé, témoigne de cette pensée de l'éphémère, de la fragilité des actions culturelles. L'héritage que nous laissent les nouvelles initiatives en poésie ne sont pas du ressort du Panthéon ou de la statue, c'est plutôt, et je cite encore une fois de Certeau, une métaphore d'un acte de communication destiné à retomber en mille éclats et à permettre ainsi d'autres expressions du même type, plus loin dans le temps, sur la base de d'autres contrats momentanés. Évidemment, tous ces petits groupes ne sont pas exemptés des pressions des institutions dominantes. Par exemple, ici, je vous parle dans un colloque universitaire, la publication papier traditionnelle reste le mode d'accomplissement en poésie, et les prix littéraires et les critiques consacrent encore les meilleurs. Mais demain, il va peut-être avoir des engueulades sur les critiques. Ce que j'ai voulu faire, vous présentant une brève histoire de la tournure et des analyses de Michel Descerteau, c'était de susciter des réflexions sur le contemporain de la poésie d'un point de vue des lieux d'organisation et de leur trajectoire, afin de montrer que même si toutes ces initiatives ressemblent à un fouillis, il y a une grande cohérence qui ne correspond pas aux places déterminées par les institutions culturelles dominantes. Ce sont plutôt de multiples brèches unies autour d'une volonté de repenser les manières de faire, de penser et d'agir. Pour la tournure, c'est un défi constant. Prise entre la marginalisation et l'institution, elle se démène à travers le dissensus, la lenteur, les reculs, les départs, les arrivées, les amours, les peines, les naissances et puis les décès. La tournure espère encore être un lapsus du langage de la culture à grande échelle, de toujours se reconnaître dans les lieux où elle agit, sinon elle devra mourir. Mais ce n'est pas si grave. Merci, bonne fin de colloque.